Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'Histoire. C'est notre programme bimensuel sur Télé-Sud au cours duquel on parle de l'histoire des Africains, on parle de l'histoire des Noirs, d'Afrique, des diasporas, de héros, d'événements, de faits ou de thématiques. Comme aujourd'hui, une thématique qui ressemble au métier que l'on fait, celui de l'image. Alors le titre, on l'a tout simplement résumé ainsi, c'est l'image du noir de l'Antiquité à nos jours. Vous allez nous dire, oulala, quelle vaste période. Effectivement, il a fallu du temps pour arriver à la perception que le noir a de lui-même aujourd'hui et les autres de lui. Perception qui n'est pas toujours, on va dire, constructive. Vous savez, dans un fameux livre sacré que nous connaissons tous, la Genèse commence à peu près ainsi, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, la première chose que reçoit l'être humain en venant au monde, c'est son image. » Nos ancêtres, les Égyptiens, croyaient à ce point au pouvoir de l'image que, comme on le voit dans le vaudou, lorsqu'on voulait s'attaquer à Pharaon, on s'attaquait à ses représentations, à son image. L'image que nous avons de l'homme noir aujourd'hui est une construction, que ce soit en Afrique ou en Europe d'ailleurs. C'est le fruit d'une création, d'une fabrication totale qui émane de ceux qui, successivement, ont envahi l'Afrique, puis l'ont colonisé. Il s'agit, à travers cette image, de revisiter les techniques qui ont été mises en place pour construire cette figure du noir, et puis, surtout, aller chercher au fin fond de cette construction totalement artificielle ce qui était vraiment des fiertés du monde noir pendant des millénaires, parfois, avant que la machine de la falsification ne se mette en place. On ne peut pas tous les citer, on va en choisir une poignée emblématique depuis le très célèbre roi Narmer. Savez-vous que c'est le même Nemrod de la Bible? On verra comment l'écriture inverse parfois les rôles. C'est l'invité de l'Histoire ce soir avec un invité, oulala, il est beau, il est jeune, il est brillant. Il est à ma droite, il s'appelle Monsieur Motsangu Okemba, plus exactement Okemba Motsangu. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Barga. Vous êtes là parce que vous faites partie de cette jeunesse africaine qui travaille sur sa mémoire, qui travaille aussi à restaurer cette image, justement. Vous êtes le créateur d'un festival qui va justement dans ce sens-là. C'est le festival Congo Square, qui se déroule à Amiens, en Picardie, dans le nord de la France, depuis maintenant 2 ans, c'est cela? Oui, nous sommes à la 3e édition donc, du festival Congo Square. Dans le nom, en fait, c'est vrai qu'à l'entendre, on peut penser directement au Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa, mais en réalité, c'est un lieu qui se trouve à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, en Louisiane, où les Africains déportés des 4 coins de l'Afrique se retrouvaient, se réunissaient dans cet endroit, appelé le quartier français, pour perpétuer leur culture. Et c'est en souvenir de ce nom magnifique que nous avons donné à ce festival, le nom Congo Square. C'est aussi le projet de création d'un mémorial dédié aux héros noirs dans le domaine des sciences, des grands combats pour la liberté et de l'art. Vous allez nous l'expliquer plus calmement après cette petite virgule où on va vous accorder le temps de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Jingle. Alors, Herman Motsangu Okemba, qu'est-ce que c'est ce festival Congo Square, précisément? Alors, Congo Square, c'est d'abord un lieu qui se trouve en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Le lieu dans lequel les Africains déportés des 4 coins de l'Afrique, durant la traite négrière, se réunissaient. C'était le seul endroit où ils étaient autorisés dans toute l'Amérique du Nord à perpétuer leur culture, donc leur musique, leur spiritualité. Et c'est en mémoire de ce lieu que nous avons dénommé, le festival Congo Square, et aussi le projet qui consiste à financer l'érection d'un mémorial dédié donc aux héros noirs dans le domaine des sciences, dans le domaine des grands combats pour les libertés et dans le domaine des arts. Et ce mémorial, vous comptez le construire où? Nous voudrions donc qu'il soit érigé en Picardie, puisque la Picardie a été le grand réceptacle de cette mémoire africaine. Comment cela? Déjà par l'histoire du peuplement de la Picardie, puisque peu de gens savent qu'avant que les premiers Celtes ne résident en Picardie, il y avait déjà une présence phénicienne dans les parages, à travers le commerce, la route de l'État. Et d'autre part, la Picardie a été le lieu, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où de grands combats se sont déroulés, où les Africains, à la fois du continent, à la fois venant des Antilles et de l'Amérique du Nord, ont participé à l'effort de guerre. Et quand vous dites Phéniciens, vous nous précisez que les Phéniciens, ils sont originaires de... Les Phéniciens sont en fait un peuple
qui est d'ascendance africaine, je veux dire un peuple noir vivant en Asie, qui a une histoire assez intéressante, puisqu'ils ont quitté donc l'actuelle côte libanaise pour venir vivre en Afrique du Nord et pour fonder Carthage. Donc les Phéniciens sont des Africains. Donc c'est important de dire. Donc ils ont peuplé la Picardie avant, avant les Picards. Avant les Celtes. En fait, il y a par exemple la toponymie de la Picardie nous indique la présence des Phéniciens à travers les croyances. Il y a par exemple une ville qui s'appelle Laon, enfin Lan, donc écrit Laon, Lan, en fait, qui vient du nom Lug. Et Lug, c'est le nom d'une divinité qui est d'origine phénicienne. Alors, qu'est-ce que cette divinité phénicienne faisait en Picardie? Tout simplement parce que, par les voies commerciales, les Phéniciens avaient traversé cette région pour aller chercher l'étain. Donc, dans le nord. On a quelques images de votre festival. Vous avez fait venir quels artistes et pourquoi certains choix plus que d'autres? Alors, les artistes qui étaient là, c'était vraiment des artistes de très très haut vol. Nous avons eu donc Mario Canange, nous avons eu Blick Bassi. Mario Canange qui est donc... Blick Bassi qu'on aime beaucoup. Qui est un Français, un pianiste jazz, donc un virtuose, enfin un géant de la musique jazz, et pas seulement. Blick Bassi qui nous vient du Cameroun, et Adriano Tenorio qui vient du Brésil. Donc les trois forment CAB, donc Caraïbes, Afrique, Brésil. Ensuite nous avons eu Jeff Luna, donc le grand maître de la guitare jazz, la guitare rock, blues, rumba, qui était accompagné par un trio, enfin par deux artistes de choc, puisqu'il s'agit de Alain Nascimento, qui est à la fois brésilien, à la fois normand, à la fois béninois, qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui était le pianiste de Manu Dibango très très jeune. Et enfin, le saxophoniste ténor, Jean-Noël Le Ténier, qui vient du Canada. À côté d'eux, nous avons fait venir un artiste qui vient de la Nouvelle-Orléans, donc de Congo Square précisément, en la personne de Alan Roland Trudeau, donc qui a représenté le courant soul. Donc il y avait tous les courants qui étaient représentés, le jazz, la psycho, la rumba. Des musiciens. Il y avait d'autres artistes En dehors de cela, il y avait donc des artistes locaux, donc Tribe of Praise, qui était présent, qui nous a interprété donc de la musique sud-africaine, la musique zoulou. En fait, l'idée, c'était de faire comprendre à nos jeunes compatriotes, à nos jeunes frères et aux populations donc françaises et européennes que la musique que nous avons apportée au monde a profondément marqué le monde. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de jazz, lorsqu'on parle de blues, lorsqu'on parle de rock, ce sont des musiques qui ont été fabriquées par des Noirs. On a tendance à l'oublier. Et il était important de montrer comment ces musiques ont voyagé dans l'espace à travers l'histoire de la traite négrière, mais pas seulement, à travers les mouvements des populations migratoires qui se sont nourries donc, des diverses cultures dans lesquelles elles ont voyagé. Donc, notamment, je parle des instruments, les instruments de musique européens qui ont été embrassés par les Africains et qui ont produit cette musique géniale. Enfin, en tout cas, vous avez beaucoup de mérite parce que par ailleurs, vous êtes plutôt enseignant, vous êtes plutôt juriste au départ, mais votre passion pour la mémoire, pour la recherche, pour l'histoire... Je suis juriste et en même temps je suis politologue et analyste des politiques publiques. En fait, j'ai 3 casquettes. D'accord. Et historien à vos heures perdues. Et théologien aussi. Et théologien. Vous faites beaucoup de choses. On a besoin de démultiplier nos actions et nos talents pour rattraper le cours de l'histoire, notamment par rapport à cette question de l'image sur laquelle vous travaillez. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la construction de cette image du noir, évidemment, qui n'est pas une image qui vient des Noirs eux-mêmes. C'est un concept qui est chargé. Tout à l'heure, il y avait notre ingénieur du son, Carole, qui me demandait, après une boutade de ma part, comment je l'apercevais. Alors, je vois ses cheveux, mais je n'ai pas su dire qu'elle était blanche parce que je ne savais pas ce que je pouvais charger derrière ce mot, alors que Dieu sait combien le terme noir est chargé. C'est terrible, Herman Muchongo. Oui, d'autant plus que, parlant de la sphère occidentale, puisque nous y sommes, nous vivons en Occident, il faut comprendre que l'image que l'Occident avait du noir dans l'Antiquité est diamétralement opposée de celle qui est prégnante aujourd'hui, ou celle qui a été prégnante pendant les siècles précédents, à commencer par la traite négrière. Si je cite par exemple un texte du fameux, enfin c'est pas lui l'auteur, mais il a été l'héritier et le réceptacle de ces traditions orales, donc Homère, dans l'Iliade, dans les chants de l'Iliade, les Africains nous sont présentés comme étant des gens parfaits.
Hein, lorsque Homère cite ce passage où Zeus, le dieu des Grecs, va festoyer au pays des Noirs, donc en Éthiopie, où vivent les parfaits Éthiopiens. Les parfaits noirs, parce que éthiopien veut dire Aïten, enfin c'est la composition de deux mots Aïten Ops, donc visage noir, visage brûlé. Donc les Africains sont perçus comme des gens robustes, des gens beaux, des gens magnifiques, des gens doués. Et l'Égypte pharaonique a été justement le lieu où tous les philosophes, tous les scientifiques grecs se sont formés. Donc l'Afrique a toujours été, dans l'Antiquité, une terre idéalisée, une terre magnifique. C'est la terre des dieux, c'est le pays des dieux. Donc l'image négative, entre guillemets, enfin, disons les choses comme ça, du noir est une construction assez récente finalement, parce que quand on prend l'histoire à partir de Jésus-Christ, on a l'impression, avec la force, le poids de la religion, que ça a commencé, que c'est l'an zéro, alors qu'avant cette date-là, il y avait toute une vie encore plus longue que nos 2013 années passées aujourd'hui. On va découper les choses. On va commencer par la construction de l'image du noir dans le sacré, dans les textes sacrés, à travers deux personnages notamment, pour ne pas nous disperser. On va parler de Narmer, qui est donc celui qui est, on va dire, le fondateur de la civilisation égyptienne, parce qu'il qui a rassemblé les deux terres. Le Mani, puisque cette expression, dans ses déclinaisons, arrive en Afrique bantoue sous le terme de Mani aujourd'hui, donc Ménès par ceux qui sont arrivés. Donc voilà Narmer dont on a une photo qui est évidemment indiscutable quant à ses origines. Quelles sont les techniques comment il était perçu d'abord dans l'Antiquité, ensuite, à partir de quel moment, comment, dans quel livre on a retourné les choses, en précisant que c'est le Nemrod de la Bible. Tout à fait. Donc, lorsque on cite le texte biblique, le livre de la Genèse précisément, donc dans le Pentateuque, nous découvrons que Nemrod est le premier empereur de la Terre. C'est le premier homme à avoir régné sur la Terre. C'est le premier homme à avoir mis en place un empire mondial. Et c'est d'ailleurs lui, avec tous ceux qui l'ont suivi, qui ont été à l'origine de la tour de Babel. Et le texte de Genèse précise, au chapitre 10, à travers la généalogie donc, des fils de Noé, juste après le déluge, lorsqu'ils vont commencer à peupler la terre, que Ham, qui veut dire noir, le fils de Noé, va mettre au monde Cush, qui veut dire aussi noir, mais noir très noir, comme le charbon, si je puis m'exprimer ainsi. Et Cush va engendrer Nimrod. Nimrod, c'est la construction de deux mots, Nemr et puis Rad. Nemr veut dire le tacheté, donc la panthère, le léopard, et Rad veut dire denté. Donc c'est celui qui a denté le léopard. Et le texte précise que c'était un puissant chasseur. Et nous savons, vous et moi, qu'en Afrique, les chasseurs constituent une caste particulière. Ce sont des gens qui sont détenteurs d'un savoir ésotérique, d'un savoir sacré, qui donnent aux membres de cette organisation, de cette confrérie, des pouvoirs extraordinaires. Et donc Nemrod est donc l'archétype du chasseur, il est l'archétype du maçon, puisque c'est lui qui va être à l'origine de la construction de la tour de Babel, et il est considéré comme étant le premier franc-maçon. Oui, récupération. Oui, ça aussi on a tendance un peu à l'oublier. Et donc Nemrod est le premier bâtisseur de civilisation. C'est lui qui va bâtir Babel, c'est lui qui va bâtir Erech, donc la ville de Uruk, c'est lui qui va bâtir Calné. Donc toutes les grandes villes de la Mésopotamie, le pays entre les deux fleuves, ont été bâties par des Africains, par des personnes, des personnages d'ascendance africaine. Donc, personnages importants de l'histoire égyptienne. Tout à fait. L'Égypte oui, pharaonique, noire. Le lien, il est tout trouvé, puisque... Mais comment... parce que Nemrod, dans la Bible, ce n'est pas une image positive. C'est-à-dire qu'elles ont été inversées, finalement. Lui, il a été un roi qui a réunifié son pays, qui lui a donné de la force, de la puissance et un élan qui va se perpétuer pendant des millénaires. Donc, au niveau de l'Égypte, il n'y a pas de problème avec son image. Mais Nemrod de la Bible... Au niveau de l'Égypte, il y a eu un problème, et c'est relaté dans les mythes égyptiens, puisque le premier pharaon, puisque le premier roi cité par l'Égypte pharaonique, a été divinisé sous les traits d'Osiris. Et vous connaissez le mythe d'Osiris. Osiris va être découpé en plusieurs morceaux, puisqu'il avait été jugé par un tribunal de plusieurs juges égyptiens, et les morceaux de son corps vont être éparpillés un peu partout, et c'est son épouse, Isis, qui va donc récupérer les morceaux pour pouvoir le momifier et le faire ressusciter. Et dans les textes anciens, nous découvrons que Nemrod,
qui était donc, puisque le mot Nemrod est aussi utilisé pour dire rebelle, il s'était rebellé à l'ordre divin, puisqu'il va construire une tour pour défier le pouvoir divin, avoir accès à une connaissance sans passer par le divin, sans passer par Dieu. C'est l'approche théologique juive. Pas du tout. Vous la retrouvez dans le Pacifique également. Dans les îles du Pacifique, l'histoire de Nemrod est racontée, c'est fabuleux, elle est racontée par les habitants des îles du Pacifique sous cette forme. Il raconte qu'au début de l'humanité, le ciel et la terre étaient très rapprochés, tellement rapprochés que les hommes étaient obligés de ramper. Et il va y avoir un homme qui va semer une graine, et cette graine va donner naissance à une plante qui va, en poussant, écarter un peu la distance entre le ciel et la terre. Et il va encore planter une autre graine qui va donner naissance à un arbre qui va encore écarter la distance jusqu'à ce que le ciel atteigne la distance qui est là aujourd'hui avec la terre. Donc cet homme est le prototype de Nemrod, puisque c'est Nemrod qui va amener les hommes à s'écarter du ciel, c'est-à-dire de s'écarter du pouvoir divin, de ne pas chercher d'intermédiaire pour accéder à une certaine connaissance, aller directement à cette connaissance. Et vous la retrouvez dans les textes grecs à travers le concept de phoronoïs, c'est-à-dire que celui qui va donc apporter la lumière, qui va libérer les profanes de la tutelle de Dieu en prenant eux-mêmes la place de Dieu. Donc c'est pourquoi cette figure, on va dire, archétypale, vous la retrouvez un peu partout. D'où l'importance historique de ce personnage. Oui, il est important, mais il y a quand même peut-être un point à expliquer. Entre le roi qu'il a été, c'est-à-dire un chef politique et militaire, très certainement, et puis ce que va en dire le texte sacré, parce qu'à partir de là, on induit des interprétations. C'est-à-dire qu'il n'est plus simplement un chef politique, quelqu'un qui a fondé un État, on induit des interprétations. Et venant de ceux qui se sont inspirés de l'Égypte sans jamais le reconnaître, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a commencé à être modifié? En fait, la modification de la perception du noir en s'appuyant sur les textes sacrés, notamment celui de la Bible, va être très tardive. Parce que pendant toute cette période, vous n'avez rien, absolument rien, qui indique un quelconque rôle néfaste du noir, etc. dans l'histoire. C'est lorsqu'on va arriver à la période où les Hébreux vont être déportés au sein de l'Empire babylonien, qu'il va y avoir tout un changement de paradigme, où vous allez avoir des rabbins qui ne vont plus s'appuyer sur la tradition biblique, la tradition des textes originaux, mais vont s'appuyer sur la tradition des commentaires. Hein, donc les midrash, notamment celui fait par Maïmonide, le grand savant du judaïsme, qui va induire justement le changement de regard, le changement de perception. Et à partir de là, il va y avoir tout un processus dans lequel on va inventer le concept de la malédiction de l'homme noir, selon lequel l'homme noir n'est pas aimé par Dieu, l'homme noir a été maudit par Dieu, et le symbole de sa malédiction, c'est la couleur de ses yeux, c'est son nez épaté, c'est ses cheveux crépus, c'est ses grosses lèvres, hein, donc il est très lipu, etc. Donc c'est le signe de sa malédiction. Et la couleur de sa peau, bien évidemment. Donc ça, c'est une construction tardive. Mais les textes sacrés, à aucun moment, ne valident cette position, ne valident cette image, cette conception des choses. Revenons à quelqu'un qui, lui, a été vénéré. Il était scientifique, il était difficilement contestable. C'est le fameux Imhotep. Tout à fait. Quel est... comment dirais-je, pourquoi son image va durer comme étant l'image d'un savant au-delà du continent africain? Tout simplement parce que Imhotep, c'était un génie. Commençons par dire voilà, qui il était. Donc, il est né il y a 3000 ans, 3000 ans avant notre ère, oui. Donc 3e dynastie, donc à l'époque du roi Djoser. Donc Imhotep était tout simplement un génie qui avait plusieurs facettes. Il était génie dans le domaine de l'architecture, puisque c'est lui qui va être le premier à utiliser la pierre taillée dans la construction des édifices. Hein, rappelons-nous que lorsque les premières civilisations vont émerger dans le pays d'entre les deux fleuves, en Mésopotamie, les bâtiments qui étaient construits, les temples qui étaient construits en terre, en briques. C'était donc on fabriquait des briques puisqu'on n'avait pas de pierre pour construire ces édifices monumentaux. Mais par contre, avec Imhotep, cette innovation va être introduite et il va être aussi le premier à construire des édifices avec des colonnes. Donc la colonne
que l'on retrouve. La pyramide de Saqqara de Djoser, justement. Ça c'est le chef-d'œuvre d'Imhotep dans le domaine architectural. C'est un monument inédit dans toute l'histoire de l'humanité. La fameuse pyramide à degrés qui n'existait nulle part ailleurs. Et elle va être construite sur la terre africaine. Supposée, des siècles plus tard, la terre de la sauvagerie, la terre où il n'y a pas de civilisation, où l'homme noir n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire, même s'il a inventé l'écriture. Enfin bref. Donc, Imhotep va être aussi le premier qui va inventer la médecine au sens moderne du terme, puisque c'est lui qui va préconiser dans ses traités l'importance du diagnostic, donc le pronostic, le diagnostic, le traitement, et donc toutes les phases dans lesquelles le patient va être suivi par un médecin pour pouvoir être soigné. Donc ça, c'est Imhotep qui l'invente. C'est pas Hippocrate, c'est pas... bien sûr. Voilà, Hippocrate, il est né plus de 2000 ans après. Donc, enfin, vous voyez, donc Imhotep est un personnage clé. Et il va tellement être génial dans tous ces domaines, puisqu'il était aussi chancelier du roi, donc au niveau de la Haute-Égypte. Imhotep va être divinisé par les Égyptiens. Dans la ville de Menfer, appelée Memphis, Imhotep va être divinisé par les Égyptiens et il va être divinisé par les Grecs. Il va être divinisé par les Romains, qui vont le vénérer sous le trait d'Esculape, le dieu de la médecine, qui est un nègre. Okay, et donc, c'est la raison pour laquelle l'héritage d'Imhotep est important, et c'est la raison pour laquelle sa figure est importante dans l'histoire. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on n'a qu'une seule représentation que l'on voit dans les images là. C'est la seule représentation que nous avons d'Imhotep. Comment on passe de deux figures fondatrices, à la fois du sens politique, du génie militaire, une figure spirituelle, une figure scientifique en la personne d'Imhotep, jusqu'à, on va dire, jusqu'à une ère très très récente, au retournement maintenant. Le noir commence à devenir celui qui a honte de lui-même aujourd'hui parce qu'on a construit tellement de choses. Quel est le moment du basculement et quels sont les faits historiques qui font que ça se passe comme ça? Alors, je pense que le basculement, puisque pendant toute la période gréco-latine, il n'y a pas de mépris pour le noir, il y a un respect. Il y a même le noir est divinisé. Je vous ai donné l'exemple en Picardie. On va dire les 3000 années qui précèdent Jésus-Christ, grosso modo, et même au-delà. Le noir est un dieu. Le noir est un dieu. Il est l'image de la divinité. Le basculement, je pense qu'il va s'opérer lorsqu'il va y avoir la confrontation de l'Occident avec l'Afrique du Nord, et notamment la dynastie des Almoravides, lorsque la péninsule ibérique va être envahie par les musulmans. Et on a tendance à oublier que cette invasion musulmane était majoritairement africaine. Je vais être précis, noirs, puisqu'on les appelait les moros, les noirs. Et donc, il existe la Mauritanie aujourd'hui. Tout à fait. Et donc ces noirs vont régner dans la péninsule ibérique, donc le Portugal et l'Espagne, pendant plus de 7 siècles. Ce sont eux qui vont introduire l'héritage de l'Égypte, l'héritage de l'Antiquité, en Europe, à travers la connaissance de la médecine, de l'astronomie, etc. etc. Donc, il n'y a pas un rapport d'inférieur à supérieur. C'est-à-dire que les Européens, à l'époque, ne se considéraient pas comme supérieurs donc aux Africains. Ce qui va induire le changement, c'est la perception par rapport à la religion. C'est-à-dire que je suis membre de la religion qui est supérieure à toutes les autres religions, et donc ça va induire un certain complexe, mais pas par rapport à la couleur de la peau. Mais il y a quand même peut-être un point à préciser. L'islam étant postérieur au christianisme, au moins 6 siècles, est-ce qu'on peut laisser penser que c'est en réaction à une évasion musulmane portée par des Noirs que les Occidentaux ont commencé, puisque de toute façon, ils étaient déjà présents en Égypte avant l'islam, que ce soit, enfin, tous les autres peuples, que ce soit les Perses déjà 700 ans avant, ou que ce soit les Romains à travers les Perses d'abord, puis directement, il y a déjà eu une confrontation violente sur la terre égyptienne. Tout à fait, il y a eu les Hyksos, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, il y a eu les Perses, comme vous l'avez cité. Et c'est vrai que le fait d'avoir soumis, pour les Hyksos c'était momentanément,
soumis ces populations va induire un changement au niveau du rapport. Est-ce que la bataille n'est pas spirituelle au fond? C'est-à-dire qu'on a commis des dégâts, on a détruit une civilisation, enfin, successivement sur plusieurs siècles, et qu'on ne peut pas l'assumer, on s'en est inspiré, on s'est enrichi de cette civilisation, et on ne peut pas le reconnaître. À partir de là, on va commencer un travestissement et de l'histoire et des textes sacrés. Le travestissement va s'opérer, je pense, lorsqu'il va y avoir donc, la confrontation en péninsule ibérique entre les chrétiens et les musulmans. Même si il y avait des traités, parfois entre les rois chrétiens et des rois musulmans. Vous vous souvenez de la chanson de Roland, où les Noirs sont vilipendés, mais bon, pas pour des raisons morphologiques, mais pour des raisons idéologiques et pour des raisons spirituelles, des raisons spirituelles. Et lorsque l'Espagne va vaincre le dernier bastion de la résistance musulmane à Grenade, donc en Espagne, avec la reine Isabelle et le roi Ferdinand, il va y avoir une théorisation au niveau de ce rapport. Et les Espagnols vont créer ce qu'on appelle la limpieza del sangre, la pureté du sang. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un sang pur et il y a des gens qui ont un sang impur. Et ceux qui sont considérés comme ayant un sang impur vont être les musulmans, les juifs, les noirs, enfin tous ceux qui habitaient. Voilà. Et donc c'est là que les choses vont basculer. Ensuite, pendant la même période, n'oublions pas que l'Amérique va être découverte par Christophe Colomb. Okay, et quelques siècles auparavant, vous avez eu l'invasion de l'Europe, de la Terre Sainte. Ça aussi, ça va induire énormément beaucoup de changements. Et donc le rapport colonial, le rapport de domination que les Occidentaux vont exercer sur cette terre va aussi changer le regard, puisqu'il va y avoir des textes qui vont être rédigés pour valider, pour excuser, pour... Arrêtons-nous un instant sur, par exemple, le mythe, la légende, le mensonge, hein, on peut dire, de la malédiction de Cam, avec toutes les inductions psychologiques qui peuvent peser sur l'homme noir jusqu'aujourd'hui. À quel moment c'est inscrit dans les textes? C'est quand même ancien. Non, il n'y a aucun texte au niveau de la Torah qui mentionne la malédiction de Cham. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Le texte... C'est le Talmud, les commentaires de la Torah. Ça c'est les commentaires qui ont été faits par les rabbins après la déportation à Babylone. Donc ça, c'est très tardif. Ça, c'est dans les années 500 ans après Jésus-Christ. Okay, donc, mais pendant toute la période qui a précédé ce moment-là, il n'y a jamais eu mention d'une quelconque malédiction de l'homme noir. Au contraire, lorsque nous allons dans la Bible, nous découvrons que des personnages importants, des personnages clés de la Bible sont d'origine africaine. Ben, vous pouvez les citer? On va commencer par le premier homme. On va commencer par le premier homme. Le mot Adam, Edom, c'est la même racine. Adam, littéralement, quand je le traduis en français, ça veut dire rouge. Mais pas rouge comme votre belle chemise, rouge comme, la couleur du cheval, donc brun. Okay, donc, le premier homme est noir. Et lorsque nous allons dans le texte de la Genèse, au chapitre 2, il est écrit que Dieu va planter un jardin dans le pays qu'on appelle Éden. Et ce pays a un fleuve qui le traverse. Et lorsqu'il arrive dans le jardin, il se divise en 4 branches. Et parmi ces 4 branches, vous avez le Nil, dont la source est au centre de l'Afrique. Okay, la source du Nil ne vient pas du nord pour aller vers le sud. Le Nil vient du sud pour remonter vers le nord. Et donc, si le Nil est une branche du fleuve qui traverse le jardin, le pays d'Éden, et que la source du Nil est identique à celle de ce fleuve, je vous laisse deviner où se trouve le pays d'Éden, où se trouve Éden. Historiquement, ça se trouve en Afrique. L'archéologie... Le premier homme est africain. Ensuite, autre personnage majeur de la Bible. Je prends l'exemple de David, le roi David, l'écrivain, l'auteur des psaumes, hein, le livre le plus long de la Bible. 1 Samuel chapitre 16 précise que David était un jeune homme beau et qu'il était Édom. Alors, pour ne pas qu'il y ait de malentendus, que voilà, je suis en train d'inventer, à partir des commentaires fallacieux, une fausse interprétation de la Bible, je veux reciter un autre passage de la Genèse qui nous décrit les fils que Isaac et Rebecca ont eu ensemble, donc des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü va être appelé Édom. Et le texte précise qu'on va l'appeler Édom à cause du pot de lentilles, le plat de lentilles que son frère Jacob avait préparé. Et il avait tellement faim qu'il était prêt à vendre son droit d'aînesse afin d'obtenir ce fameux plat de lentilles. La couleur des lentilles, c'est quoi, M. Barga? Les lentilles ne sont pas blanches. Les lentilles sont foncées. Elles sont marron, foncées. Et le texte précise qu'il avait la même couleur que les lentilles. Donc si
Ésaü et Édom, c'est-à-dire noir. Son frère jumeau Jacob. Édom veut dire noir. Oui, son frère jumeau Jacob est donc de la même couleur. Okay, donc, le texte précise que donc Édom, dans ce texte, c'est le même mot qui est utilisé pour décrire le roi David. Le roi David était un homme noir. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et le roi David est dans la lignée directe du Christ. Okay, et dans la généalogie du Christ, vous avez la description de plusieurs femmes, ce qui est inédit dans la tradition hébraïque, puisque le porteur de la semence est toujours l'homme, ce n'est pas la femme. On ne cite jamais la femme dans les généalogies. Mais curieusement, lorsque vous lisez le texte de Matthieu chapitre 1er, le texte de Matthieu chapitre 1er nous dit que dans la généalogie du Christ, il y a Tamar, qui est une cananéenne, descendante de Cham, donc noire. Dans la généalogie du Christ, il y a Rahab, qui est une cananéenne, descendante directe de Cham. Dans la généalogie du Christ, il y a Bathsheba, la femme de Uri le Hittite. Les Hittites sont les descendants de Cham, donc descendants directs de Cham. Et enfin, il y a Ruth la Moabite. Donc vous voyez, c'est quand même curieux que le texte précise toutes ces femmes noires qui sont dans la généalogie du Christ. Mais ça, c'est des choses dont on a détourné le regard de plusieurs millions de croyants, et en particulier les Africains, et c'est la raison pour laquelle... Surtout que les Africains se savent maudits, alors ils ne peuvent pas en même temps se sentir maudits et élus, avoir l'onction. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et dernier personnage que je pourrais citer, Josué. Josué, celui qui a conduit Israël à Canaan, Josué est un descendant d'Éphraïm. Éphraïm est l'une des tribus africaines vivant au sein d'Israël, puisque Éphraïm est le fils que Joseph a eu avec la fille du prêtre du soleil, du prêtre Don, Asnath. Donc vous avez des personnages africains de la Genèse à l'Apocalypse. Ils sont partout. Ils sont partout. Là, on est dans le sacré. On est dans le sacré. Ensuite, on est dans l'histoire qui devient de plus en plus violente, la confrontation à la fois religieuse, la confrontation de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures, qui va embraser le monde. Hein. Déjà à l'époque, les guerres ne sont pas mondiales depuis peu. Enfin, ce qui était le cœur du monde, le cœur du savoir et de la science. Et puis... ça n'arrête pas. Vous parliez tout à l'heure des Almoravides, des morts, mais comme on ne peut pas faire toutes ces années, tous ces siècles dans le détail, ça passe tellement vite une émission comme celle-ci, arrivons à un moment donné où la manipulation est consommée. Le noir est déjà Satan, il est le diable, mais malgré cela, il y a des noirs qui vont émerger, qui vont se distinguer en Europe, dans les temps les plus sombres de l'histoire africaine, qui vont quand même se distinguer ici. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'eux, ou très peu, pour des raisons X, Y. On en a retenu deux. On a retenu Hannibal, et puis le chevalier de Saint-Georges. Parlez-nous successivement de l'un et de l'autre. Alors, comme vous l'avez précisé, ce sont des personnages qui émergent à une période très très sombre de notre histoire. La période du Mafa, la période de la traite négrière. Et je profite de l'occasion pour rappeler que ça a été un cataclysme terrible dans notre histoire. C'est là aussi où les choses vont basculer. Parce que lorsque la traite va être mise en place, il fallait la justifier idéologiquement, il fallait la justifier spirituellement. Et c'est là qu'on va inventer tous ces mensonges, avilissant l'homme noir, faisant de lui un être maudit et donc justifiant tous les mauvais traitements qu'on pouvait lui infliger. Hannibal, Abraham, est d'origine, si je me réfère à la géographie actuelle, est origine du Cameroun. Donc au nord du Cameroun, entre la frontière entre le Cameroun et le Tchad, donc l'ancien Soudan central. Il est né à la fin du XVIIe siècle, donc dans les années 1696, et c'est à l'âge de 7 ans qu'il va être enlevé. Il est né à Logon-Birni, donc un territoire très intéressant, puisque vous avez des forteresses, donc des châteaux fortifiés, etc., construits par les Kotoko, donc grand peuple africain de l'Afrique, de cette partie de l'Afrique. Il est le fils du Miari, il est le fils du roi. Il est d'ascendance royale. Il va être enlevé par des marchands musulmans pour être vendu comme esclave en Turquie, dans l'Empire ottoman. Et lorsqu'il va arriver à Constantinople, il va être sélectionné pour faire partie des personnes qui vont être instruites pour servir le sultan, donc le calife du monde islamique. Donc à l'époque, c'était donc le leader de l'Empire ottoman. Et lorsque Pierre le Grand en visite, donc le tsar Pierre le Grand en visite, un de ses
un de ces hommes, donc un aristocrate russe, va se rendre donc à Constantinople. Il était ambassadeur de l'Empire de Russie au sein de l'Empire ottoman. Lorsqu'il va remarquer ce jeune homme, il va vouloir que ce jeune homme soit amené en Russie. Et donc Hannibal va quitter volontairement la Turquie pour aller vivre en Russie. Donc il va arriver, je crois, à l'âge de 8 ans à peu près. Et lorsqu'il va arriver en Russie, il va être adopté par le tsar en personne, qui va en faire son filleul, donc il était le parrain du jeune Hannibal, et il va être élevé comme un aristocrate, il va recevoir une éducation qui va l'amener à aller s'instruire et se former en France, notamment dans la fameuse école royale d'artillerie, qui formait les premiers ingénieurs de France, donc au XVIIIe siècle, à La Fère, en Picardie, dans le département de l'Aisne. Il va également participer aux guerres entre la France et l'Espagne, et c'est la raison pour laquelle il va être admis au sein de cette école, puisque cette école n'acceptait pas tout ce qui n'était pas noble. Il fallait être noble pour être dans cette école. Donc grâce à sa participation à la guerre entre la France et l'Espagne, et à son grade de capitaine, il va avoir le statut l'autorisant à entrer dans cette école. C'était le seul noir. En sortant de là, il est donc ingénieur, il passe un peu de temps à Paris, et il retourne en Russie, et il va révolutionner l'architecture militaire russe, puisque c'est lui qui va être nommé par le tsar ingénieur en chef de tous les ingénieurs de Russie. C'est lui qui va introduire donc, au sein de l'architecture militaire, donc la formation des ingénieurs, donc l'architecture civile. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle le Vauban russe. Donc il va être le favori, donc un des favoris du tsar, c'est quelqu'un qui avait l'oreille du roi, qui était un grand réformateur, Pierre le Grand. Et il va jouer un rôle très important dans l'histoire de la Russie, puisque au-delà de ce qu'il a apporté dans le domaine de l'architecture militaire, il va également être le bisaïeul du plus grand écrivain, du plus grand poète russe. Et c'est pas moi qui le dis. Gorky dit que Pouchkine, puisqu'il s'agit de lui, Pouchkine l'œuvre de Pouchkine représente pour la littérature russe ce que Léonard de Vinci représente dans la culture occidentale au niveau de toutes ses inventions. Donc il va révolutionner la langue, etc. Donc revenons à Hannibal, il va, après la mort du tsar, continuer à jouer un rôle très important puisqu'il était général en chef au sein de l'armée impériale. Il va participer à des grandes batailles à l'époque de Pierre le Grand, et Élisabeth va le garder dans son estime, et c'est ainsi qu'il va être l'homme noir le plus puissant en Europe en pleine traite négrière. Et ce qui nous intéresse du point de vue de l'image, justement, c'est que les Russes ont refusé pendant longtemps l'éventualité même qu'il ait pu être autre chose. Et là aussi, c'est très intéressant parce que dès la publication de son fameux roman Eugène Onéguine, Pouchkine va préciser dans une note son intention d'écrire un roman historique. Et d'ailleurs, ça va être le premier roman historique sur un noir. Et c'était le tout premier roman historique de toute façon en Russie. C'est intéressant, ça s'est fait avec un noir comme personnage principal. Pouchkine avait déjà révélé dans les années 1826-27 par là, son intention d'écrire un roman sur le nègre de Pierre le Grand. Le roman ne va pas être achevé. Ensuite, sentant que la mort de son grand-oncle, d'un de ses grands-parents, est en train de s'approcher, la fin est en train de s'approcher, donc il s'est dit, il était important pour lui d'avoir les documents écrits pour pouvoir raconter cette histoire. Et c'est grâce à ces documents, notamment, qu'on a pu savoir, par la main d'Hannibal et par la main même des hauts personnages de l'Empire russe, que Hannibal venait de Logone, puisque au XIXe siècle, cette image a été falsifiée. On nous a fait croire que Hannibal n'était pas originaire du cœur de l'Afrique, mais venait d'un espace géographique où il y a beaucoup de mélanges, où les gens ont la peau plus claire, les Éthiopiens, etc. Et puis on va saluer pour le travail remarquable qu'il a fait. Dieudonné Gnamankou. C'est grâce à lui que nous connaissons cette histoire. Il a mis fin au mensonge. Tout à fait. Parce que même du côté de la Russie, il est reconnu. Et on l'attend d'ailleurs ici impatiemment pour nous parler d'Hannibal et d'autres choses. Il en sait tellement. Et parlons du fameux, même si j'aime pas l'expression, mais enfin, d'aucuns l'ont appelé comme ça, le Mozart noir. On l'appelle le Mozart noir, c'est marrant, c'est intéressant, parce qu'on a retrouvé des preuves manuscrites que Mozart a été influencé dans certaines de ses partitions par ce nègre des Lumières, par Saint-Georges, Joseph de Bologne. Il est né en Guadeloupe, il est né
en 1745 et il est mort en 1799, donc pratiquement à la fin du Directoire. Donc Saint-Georges est un personnage incroyable, il a toutes les qualités. Et malheureusement, il est né dans une période où le préjugé de couleur était très très fort. Et je pense que c'est ça qui va influencer le regard, puisqu'on a tendance à mettre l'accent, en parlant de Saint-Georges, sur sa beauté, sur le fait qu'il était séducteur, alors que Saint-Georges c'était un compositeur de génie, un compositeur qui a marqué la musique classique. Il a apporté une contribution majeure dans l'évolution de cette musique. Il était joué dans toutes les cours d'Europe, il était grand escrimeur, il a été premier colonel noir de l'armée française et c'est un héros de la Révolution française. Saint-Georges a été victime du racisme lorsque la reine Marie-Antoinette avait voulu qu'il soit nommé directeur royal de l'Opéra de Paris, donc qui était l'opéra le plus prestigieux d'Europe. Donc une cabale va être montée par des artistes, notamment la Guimarde, qui, en substance, disaient que leur pudeur ne souffrait pas qu'elle soit dirigée par un noir. Mais le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte en 1802 va faire tomber dans les oubliés de l'histoire ce personnage, qui était majeur. Il n'était pas le seul. Vous avez aussi le fameux général Dumas, qui est d'ascendance africaine. Voilà. Donc, sauf au cinéma. Oui, oui. Là, vous voyez encore la récupération à l'image. Oui, on ne veut pas nous voir dans ces postures, parce dans ces que positions. Tout cela Gérard Depardieu, vous vous rendez compte? Gérard Depardieu incarnant un personnage africain, grimé, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est dangereux. Parce que comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, l'image a un pouvoir. Nos ancêtres l'avaient bien compris. Lorsque un pharaon voulait être tué symboliquement, on tuait son image. Et notre image, elle a été tuée, notre image, elle a été engloutie. Notre passé, il a été englouti. C'est pas seulement parce que, et ça, c'est important de le dire à nos téléspectateurs, c'est pas seulement parce que ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont avilis, ceux qui nous ont dépouillés de notre humanité, dépouillés de notre histoire, l'ont fait. Mais c'est parce que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas responsables. Mon père, un jour, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, Herman, c'est bien de connaître tous ces personnages importants, la généalogie, mais est-ce que tu connais la généalogie de ta famille? C'est une question qui m'a laissé sans voix. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ma propre histoire, alors qu'elle était à côté de moi. Et donc, si on demande... Je dois quand même vous rassurer, les téléspectateurs, vous êtes allé très loin dans votre propre histoire. C'est important parce que oui, bien sûr. Si vous n'êtes pas connecté à vos ancêtres, si vous ne savez pas ce que vos ancêtres ont accompli, vous ne connaissez même pas le b.a.-ba, le minimum, mais vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Et ce qui fait la puissance des institutions, que ce soit dans le privé ou dans le domaine public, vous allez le remarquer, c'est la famille. C'est la famille. Or, notre famille, elle a été détruite par la traite négrière. Les Africains ont été séparés de leurs parents. Et lorsqu'ils ont été déportés dans le Nouveau Monde, la famille africaine n'existait plus. Elle était complètement atomisée. Un père africain ne savait pas ce que c'est qu'être père, puisqu'il était utilisé comme un étalon pour féconder ce qu'il était appelé, de considérer comme, voilà, donc des espèces de juments. Et ils n'avaient pas de relation de père à fils. Et c'est la même chose avec les mères qui élevaient leurs enfants, parce qu'à tout moment, on pouvait arracher leur enfant pour être vendu comme esclave. Donc la famille a été détruite. Et ça se poursuit. Il y a qu'à voir ce qui se passe aux Caraïbes ou aux États-Unis même, hein, dans les familles. Tout à fait. Jusqu'aujourd'hui. C'est les séquelles de cette histoire. Donc c'est important pour nous de reconstruire notre identité, déjà en connaissant notre histoire, parce qu'un arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre qui est mort. Et notre problème, il est là. Est-ce qu'il y a des techniques différentes selon les pays pour construire cette image? Le cas de la France, on peut quand même s'y arrêter 2 secondes. C'est assez particulier. C'est un pays qui a eu énormément de liens. On va utiliser un terme neutre avec le continent noir et qui a effacé comme ça toute une mémoire de personnes. Comment ça a procédé en France? Comment ça s'est fait? Prenons les périodes clés. Les périodes clés, ça va commencer avec la période où, sous Richelieu, donc lorsque Louis XIII était roi de France, il n'était pas d'ailleurs très très chaud pour que les Noirs soient réduits en esclavage, puisque le catholicisme, et ça aussi c'est important de rappeler, que la religion a souvent joué le rôle de frein, le rôle de repoussoir vis-à-vis de ces constructions néfastes, négatives, dangereuses. Mais enfin, c'est le projet de Richelieu qui va l'emporter, qui va ensuite être poursuivi par Colbert, qui va introduire le code noir. Le fameux code noir. Le code noir, où l'homme noir va être réduit à l'état de meuble.
C'est pas un être humain. Après les meubles même. On est passé à l'état de meubles. Dans la succession. On n'était pas des êtres humains. Et ce qui est curieux, c'est que quelques siècles auparavant, vous avez plein de personnages noirs, notamment l'un des plus connus, Saint-Maurice, qui est le parangon de la chevalerie, de la chevalerie européenne, puisqu'il est le saint patron de tous les ordres militaires d'Europe. Donc vous voyez, tout ça, c'est des constructions. En fonction des intérêts, en fonction des agendas, on va inventer une histoire pour justifier nos actions, pour justifier nos agendas auprès de la population, afin qu'on ne soit pas lynché ou lapidé, puisque c'était ignoble. Donc, le Code noir est une période majeure. Et ça s'est fait en France. Ça ne s'est pas fait aux États-Unis. Ça n'a pas commencé aux États-Unis, ça n'a pas commencé au Brésil, ça a commencé en France. La France va être le modèle en la matière. Ensuite, vous avez une autre période, c'est lorsque Napoléon Bonaparte, qui était, il faut bien le reconnaître, un homme raciste, qui n'aimait pas du tout les Noirs, même si il avait dans son armée des gens comme le général Dumas, et qui va d'ailleurs tout faire pour éliminer des rangs de l'armée, puisque malgré tous les états de service que le général avait apporté à la France, puisque c'était quand même un grand général, il avait 47 000 hommes sous ses ordres, blancs. Et ça, c'est la République qui a permis ça. Et ça, il faut faire honneur à la République pour ça. Donc, lorsque Bonaparte prend le pouvoir, Bonaparte, de manière insidieuse, de manière sournoise, élabore, échafaude un plan pour faire disparaître tous les cadres noirs de l'armée, de l'administration française. Et en 1802, c'est lui qui rétablit l'esclavage. Alors que l'esclavage avait été aboli par la République, par la Convention, en 1794. Et puis la campagne d'Haïti sanglante. Tout à fait. Et donc Bonaparte va réduire en esclavage des citoyens français. Des hommes qui étaient libres, qui étaient français, il va les réduire en esclavage. Et donc pour ce faire, il va mettre en place une idéologie, le rouleau compresseur, pour justement justifier toutes ces choses. Et après, vous avez les pseudosciences, et c'est pas terminé, hein. La forme du crâne, le volume du crâne, qui prouve qu'il n'est pas intelligent, que l'homme noir est plus proche du singe que de l'être humain. Oui, tous les Gobineau et consorts. Tous les Gobineau et consorts. Et en 2008, c'est dans Le Monde que c'est publié. Monsieur Jordan, qui dit, dans un livre, il ne veut pas parler de race, mais c'est tout comme. Il précise que nous, en tant que Noirs, nous avons des aptitudes génétiques pour être de bons sportifs. Hein? Donc c'est toujours cette image. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fonction des périodes, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'il y a eu les Jeux olympiques à Berlin, les nazis, qui étaient donc le parangon de la supériorité, la suprématie blanche, la supériorité aryenne, la race aryenne, les nazis pensaient qu'un blanc, par la génétique, était supérieur au noir, y compris dans le sport. Donc, ils ne pouvaient pas battre, ils ne pouvaient pas être battus par un noir. Et malheureusement, pour eux, ils ont été battus. Et après, on a construit une autre image, c'est que le noir, dans le domaine sportif, il est supérieur au blanc. Et beaucoup de nos frères pensent que, comme c'est laudatif, c'est positif. Non, le racisme, il n'est pas seulement négatif. Lorsqu'on vous colle des qualités à cause de la couleur de votre peau, c'est du racisme. Que ce soit positif ou négatif, c'est du racisme. Et donc tout ça, c'est des constructions. Donc Napoléon, en 1802, l'autre période charnière, l'autre période clé, c'est le Code noir au milieu du XVIIe siècle avec Colbert. Donc ça, ce sont des périodes où il y a eu un basculement. Évidemment, les événements historiques, les premières confrontations spirituelles au début de notre ère, les confrontations géopolitiques, militaires entre Almoravides, Espagnols, qui vont durcir l'affrontement. Après, il y a le drame absolu, les razzias négrières, cette déferlante sur l'Afrique pendant 4 siècles, 5 même, comme disait Sonny Laboutancy, on nous a volé 5 siècles. Donc il faut justifier à chaque fois des actes ignobles en disant finalement on ne fait pas ça à des humains comme nous, comprenez-nous. Et ensuite il y a la colonisation, c'est toujours sur la même lancée. Mais il y a un endroit qui nous intéresse, parce que ça passe vite, il nous reste 10 minutes à peu près d'émission. On va s'attarder sur les États-Unis, mais notamment à partir en s'appuyant sur 2 personnages forts, 2 génies noirs. Mais attardez-vous quelques instants avant de nous parler d'eux sur comment dire, la stratégie américaine pour faire disparaître, alors là, de la mémoire, tout ce qui a été noir important dans la pensée, dans le savoir ou dans les sciences, alors qu'il y en a eu depuis le XVIIe siècle. Hein. Alors les États-Unis, là aussi c'est la même chose. On est dans le même projet colonial, c'est-à-dire qu'il faut justifier l'injustifiable. Les États-Unis ont été construites au départ
par des pèlerins qui fuyaient la persécution religieuse. Donc ce sont des gens qui sont très croyants. Donc ils sont attachés à des valeurs humaines fortes. Et ces valeurs humaines vont être mises en péril par l'institution de l'esclavage. Et donc pour justifier face à une population qui ne pouvait pas accepter de telles pratiques, il fallait trouver des arguments. Et ces arguments vont être utilisés de manière sournoise en extrapolant ou en déformant les textes sacrés. Par exemple, on va dire aux Américains que le serpent qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, c'était une esclave noire. C'est une femme noire, c'est la bête des champs. Elle est rusée. Et c'est elle qui, en séduisant la femme, la première femme, va amener les malheurs de l'humanité. Donc, vous pouvez vous lâcher sur les Noirs. Ce sont des êtres abjects. Et vous avez encore... Il reste encore moins de temps que je ne le pensais. On a deux grands savants dont vous pouvez nous parler un instant. Un Nigérian qui s'appelle Philippe Eminguale. D'accord. Ensuite, on a, qui on a retenu, Henry Sampson, qui sont deux grands savants qui ont laissé une trace contemporaine, lui dans l'informatique et l'autre... Alors, Eminguale, on ne parle pas souvent de lui, c'est intéressant, mais vous comprenez pourquoi. Eminguale, c'est le père d'Internet. Tout simplement. C'est le papa d'Internet. C'est un brillant scientifique nigérien qui n'a pas renié sa nationalité nigérienne, même si les États-Unis ont offert beaucoup d'avantages. Donc il travaille, tout comme Cheikh Modibo Diarra, avec le programme de Pathfinder, le programme de Mars, a joué un rôle important. Eminguale est le père d'Internet. Il a inventé un ordinateur, un supercalculateur qui a permis donc aux pétroliers, puisque vous savez, l'acheminement du pétrole, c'est souvent très compliqué, vous avez des perditions, etc. Donc, il a permis l'élaboration d'un système grâce à ce supercalculateur qui était vendu à un coût dépassant tout ce qu'on pouvait imaginer comme prix 3 moins cher. 3 milliards de calculs secondaires, son invention. C'est énorme. C'est un Africain. L'inventeur du téléphone portable, ou celui qui a permis que l'on puisse, de manière pratique, créer un téléphone cellulaire. C'est un Afro-Américain. C'est Mr. Sampson. Mais on ne parle jamais de lui. On ne parle jamais de lui, comme on ne parle pas de l'inventeur du premier masque à gaz, Garrett Morgan, qui a inventé le premier masque à gaz pendant la Première Guerre mondiale, qui a sauvé des millions de vies. Comme on ne parle pas de Frederick Jones, qui a inventé la réfrigération mobile. À l'époque, il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, pour réfrigérer donc, les aliments, on prenait les blocs de glace du pôle Nord, qu'on mettait dans les cales de bateaux pour conserver la nourriture. Et c'est un Afro-Américain qui a eu l'idée géniale d'inventer, par un processus donc, chimique et en même temps mécanique, de réfrigération. Ça, c'est un Africain. Comme le feu rouge, c'est un Africain. Comme l'ascenseur, c'est les Africains. Et les États-Unis vont, d'une certaine manière, effacer ce rôle, tout simplement. Ce n'est pas vraiment effacé totalement, puisque vous avez le concept du brevet. Lorsque vous avez un brevet, ça a été le cas de Frederick Jones, et que vous vendiez votre brevet à une entreprise, il n'est plus à vous. Et donc, c'est normal que cette entreprise, par la suite, ne parle plus de vous, puisqu'il n'est plus à vous. Donc, il y a ce cas de figure, et vous avez l'autre cas de figure, vous êtes esclave, vous êtes la propriété de quelqu'un, vous inventez quelque chose, c'est pas à vous de vous l'attribuer, c'est le maître. Donc il y a ces deux aspects des choses qui ont fait que cette histoire, malheureusement, a été engloutie, a été effacée ou a été occultée. C'est ce qui s'est passé notamment, quand vous parlez d'esclavage, pour les greffes. On l'a vu, un esclave qui était à La Réunion, qui a réussi une greffe pour, comment dirais-je, amplifier la production, je pense que c'est de la vanille ou le safran, qui était quelque chose de très précieux. Évidemment, on n'a jamais parlé de lui. On a dit, pour ceux qui ont pensé à parler de lui, que c'était un petit peu hasardeux, quelque peu, mais non. C'est quelqu'un qui avait des sciences de sa terre quand il avait été déporté. Il y a quelque chose dont on ne parle pas aussi, c'est l'acier. Nous, les Africains, nous fabriquions l'acier il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, en Tanzanie, et avec une technique d'induction qui n'a été découverte qu'au début du XXe siècle. On le faisait il y a plus de 2000 ans. Et un acier de très très grande qualité. Une minute, monsieur Okemba. Je vous donne 30 secondes et je dis au revoir pendant 30 secondes. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toutes ces choses liées à l'image? Notre image, elle coûte cher. Lorsqu'un acteur comme Denzel Washington incarne Steve Biko, incarne Malcolm X, il n'est pas récompensé. Lorsqu'il incarne un bandit, lorsqu'il incarne un gangster, il a un Oscar. Lorsque
Danny Glover veut montrer aux téléspectateurs au cinéma l'histoire de Toussaint Louverture et qu'il va voir tous les producteurs, on lui dit il y a trop de noirs dans votre spectacle. S'il n'avait pas eu l'aide du feu président Hugo Chavez, qui était prêt à financer le film, impossible. Donc notre image, elle n'est pas anodine. Notre image a une importance capitale et il faut que nous nous soucions de cela. Et nous avons besoin de nous reconnecter à notre patrimoine dans tous les domaines que nous avons cités tout à l'heure. Et il ne faut pas qu'on attende que ce soit les autres qui nous disent, parce que notre problème, il est là, c'est les autres qui nous disent qui nous sommes. Eh ben, c'est terminé. J'ai eu le coup, dans la semaine à Paris, il y avait un journal qui avait fait une avec les grandes découvertes scientifiques. Il y avait un Africain, c'est le béninois Naoum, je n'arrive pas à prononcer son nom, qui a découvert un robot qui permet des interventions à distance. Il était en une du journal. Quand j'ai ouvert le journal, il n'y avait pas d'article sur lui. C'était un petit peu embêtant. La photo seule suffisait. Il y a un chanteur africain qui a dit « Je suis négro et je suis beau ». Eh ben, très bien, on va finir sur ce. Allez, dans 15 jours, rendez-vous pour l'invité de l'histoire. Bonsoir.